Bonjour et bienvenue à tous. C'est le dernier, ou le troisième épisode du chapitre 22. Notre prochaine application sera la modulation de largeur d'impulsion en utilisant un convertisseur analogique numérique. Avant de passer à la partie pratique, clarifions ce qu'est la modulation de largeur d'impulsion, ou PWM pour faire court. Vous en avez peut-être entendu parler davantage dans les 15e et 17e chapitres du programme, mais pour l'instant, je vais résumer les termes les plus importants. Un signal modulé en largeur d'impulsion est un signal d'onde carrée dont le facteur de service peut être modifié. Cela signifie que le signal d'onde carrée est élevé pendant un certain temps, disons T on, et bas pendant un certain temps, noté T off. La somme des deux temps donne la période de l'onde carrée, qui est notée par un T majuscule. Ainsi, ce grand T est égal à T on plus T off. Alors, le rapport de T on à la période T donne le facteur de service du signal rectangulaire, qui est généralement noté par une petite delta. Cette valeur peut varier entre 0 et 1, ou en termes de pourcentage entre 0 et 100%. La puissance d'un signal rectangulaire est proportionnelle à l'aire de la forme géométrique délimitée par l'axe horizontal. Donc, plus le facteur de service est petit, plus la puissance du signal est faible, et vice-versa, plus le facteur de service est grand, plus la puissance est élevée. Ainsi, en alimentant une diode électroluminescente avec un tel signal modulé en largeur d'impulsion, nous pouvons ajuster la luminosité de la LED. Nous allons explorer cela dans le circuit pratique d'aujourd'hui. Assemblons le circuit montré dans la figure. On peut voir que le bit supérieur de la valeur AD du potentiomètre sur la broche PA1, qui correspond au canal ADC1, est écrit dans le registre PWM de TMR2, c'est-à-dire, le potentiomètre est utilisé pour ajuster le cycle de service du signal PWM apparaissant sur la broche PD7. Signal TVM. Et ensuite, ce signal alimentera la diode électroluminescente connectée à la broche PD7. Une fois que vous avez assemblé le circuit, vous pouvez vérifier si votre schéma de circuit est correct en utilisant la photo dans le programme. Une fois le circuit terminé, nous pouvons commencer le développement logiciel. Nous initialisons les ports d'entrée et sortie. Pour initialiser ces broches d'entrée et de sortie, consultez la fonction ioinit dans le fichier io.cc. Sur le port A, le port B, le port C, le port D, nous désactivons les résistances de tirage et configurons ces broches en tant qu'entrée, sauf la broche PA0 sur le port A, parce que cela contrôle la LED d'état. Une autre exception sur le port D est la broche PD7, qui a une fonction spéciale. Selon le chapitre 12.3.4 du cahier des charges, la sortie PWM du timer 2 est sur cette broche. Prochaine étape est d'initialiser l'horloge. L'horloge est initialisée dans timer.c en utilisant la fonction timerinit. Les bits du registre TCCR1B sont décrits dans le chapitre 16.11.2 du cahier des charges. Ici, le tableau 16.6 montre que si aucun prédiviseur n'est nécessaire, alors les bits CS12, CS11, CS10 doivent être réglés sur 0, 1, 1, dans cet ordre. Nous ne définissons pas la valeur des bits restants, car nous n'en avons pas besoin. Donc leur valeur reste par défaut à 0. De plus, comme décrit dans le chapitre 16.11.7, activez l'interruption du timer 1 en réglant le bit TOI-E1. Et enfin, activez l'interruption globale. Ensuite, la modulation d'impulsion est réglée.
Le réglage du PWM peut être effectué avec la fonction pwminit du fichier pwm.c. Ici, le réglage du registre TCCR2 doit être fait. Pour le timer 2, nous n'utilisons pas de division d'horloge conformément au timer 1. Donc ici, il y a aussi un besoin de distribution. Donc, un prédiviseur n'est pas nécessaire, comme on peut le voir dans le chapitre 1711.1 du cahier des charges. Selon le tableau 17.2 du cahier des charges, lorsque vous sélectionnez Mode fonctionnement 1, la forme d'onde de sortie sera correcte en phase. WGM21 est réglé sur 1, WGM20 est réglé sur 0. Le comportement des broches, COM20 et COM21 dépend du mode de fonctionnement sélectionné. En mode 1, le tableau 17.5 est valide, ce qui, en mode non inversé, règle les broches COM21 et COM20 sur 1 et 0. Ensuite, l'ADC doit être initialisé, donc la conversion AD, doit être lancée. Pour initialiser l'ADC, nous devons d'abord régler la tension de référence de l'ADC dans la fonction d'initialisation de l'ADC en utilisant le registre ADMUX, selon le chapitre 22.9.1. Ce qui, dans notre cas, comme dans l'exemple précédent, est égal à la tension analogique externe AVCC. Pour ce faire, mettez ref 1 à 0 et ref 0 à 1 en utilisant le tableau 22.4. Nous sélectionnons les bits du registre à définir afin que le premier canal, qui est l'ADC1, soit l'entrée. Pour cela, MUX0 doit être réglé sur 1. Les autres bits MUX peuvent rester à la valeur par défaut de 0, et ils n'ont pas besoin d'être réglés. Si le bit ADLR est à 1, le résultat est aligné à gauche dans ADCRH. Cela signifie que le résultat est affiché sur les 8 bits supérieurs. Voir l'exemple de mesure 1 pour une explication dans la vidéo précédente. Après avoir initialisé l'ADC, vous pouvez activer l'ADC avec la fonction d'activation de l'ADC. Dans le registre de contrôle ADC-SRA de l'ADC, nous pouvons définir la fréquence d'horloge de l'ADC par rapport à l'horloge. Nous réglons ce prédiviseur à 128 selon le chapitre 22.9.2 du cahier des charges. Activez l'interruption et le fonctionnement de l'ADC. Au début, le rapport cyclique du PWM est de 0, c'est-à-dire que la LED connectée à PD7 ne doit pas être allumée. Cela se fait en réglant le registre de comparaison de sortie de 8 bits, le registre OCR2, à 0. Voir le chapitre 17.7.4. Du cahier des charges, nous commençons une boucle infinie, car la logique est implémentée dans les gestionnaires d'interruption. La fonction d'interruption ne fait rien d'autre que de démarrer un compteur qui compte jusqu'à 10. Si cela est fait, nous réinitialisons en mettant à 0 le compteur, et nous commençons la conversion AD avec la fonction de démarrage de l'ADC. Cette fonction écrit le bit ADSC du registre de contrôle ADC-SRA à 1, ce qui démarre la conversion. Lorsque la conversion est terminée, une autre fonction d'interruption, à savoir ISR, est appelée, qui copie les 8 bits supérieurs de la conversion, résultat, dans le registre du timer PWM, qui modifie déjà directement le rapport cyclique du signal de sortie. Observez le fonctionnement de l'ADC-SRA et les registres ADC dans le convertisseur AD, dans la vue I/O, avec un point d'arrêt placé à côté des commandes des fonctions ADC Enable et ADC Start. Mettez un point d'arrêt devant la ligne où OCR2 est défini dans la fonction principale et dans la fonction d'interruption. Dans la vue I/O, observez le fonctionnement du registre OCR2.
dans le Timer Counter 2 et regardez aussi notre LED de sortie. Tournez le potentiomètre et observez à nouveau le changement. En exécutant le programme, nous pouvons observer à l'œil nu qu'avec un rapport cyclique plus élevé, c'est-à-dire que le potentiomètre est tourné vers le haut, la LED est plus lumineuse. Pour pratiquer, modifiez la tâche en changeant le prédiviseur du timer à 1024. Remarquez à quel point la sortie change. À ce moment-là, la LED clignotera si le rapport cyclique est réduit. Cela nous amène à la fin de la dernière vidéo du chapitre 22. Avant de dire au revoir, j'aimerais vous montrer ce variateur de LED RGB, réalisé par mon collègue Bensé Barani pendant qu'il était au lycée. Le composant central est un microcontrôleur Atmega 328, qui n'est pas très différent de l'Atmega 16 que nous utilisons. Cela est lié au matériel d'aujourd'hui, en ce sens qu'il utilise un variateur de LED basé sur PWM. Cet appareil peut être utilisé pour contrôler des bandes LED de 12 VEC. Il y a 3 LED dans un petit boîtier, une rouge, une verte et une bleue. Leurs anodes ont une sortie partagée, mais les 3 ont leurs cathodes séparées, donc chaque couleur peut être contrôlée séparément. Si vous contrôlez la luminosité des 3 couleurs primaires avec un signal PWM, vous pouvez mélanger plusieurs couleurs. Le circuit est contrôlé par une télécommande radio, qui est un petit contrôleur intégré dans le panneau. Bien sûr, cela peut être utilisé pour contrôler de longues bandes LED, mais la sortie du microcontrôleur ne pourrait pas les alimenter, donc les LED sont pilotés par un MOSFET N-channel. Ici, vous pouvez voir les 3 MOSFET nécessaires pour piloter les 3 canaux et les 3 LED de différentes couleurs. Merci de nous avoir montré cet appareil. Si vous êtes également intéressé par la version écrite du programme, vous pouvez télécharger le format PDF sur crystalclearelectronics.eu. Oh Crystal Clear Electronics Hui. Vous pouvez également trouver nos applications Android et iOS sous le même nom. Suivez-nous sur Facebook. À la prochaine vidéo. Au revoir.